Voilà, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Comme d'habitude, on est le 4 novembre 2021 pour ce dernier cours de... je ne sais pas pourquoi il y a la transcription ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça sur le chat. Bon, c'est bon. Et voilà. Le 4 novembro, dernier cours de Panorama do seu primeiro semestre de 2021. Estava dizendo, então, sobre o exposé. Se vocês olharem lá na atividade, dentro dos critérios de... Posso até mostrar aqui de uma vez. Aqui. Igual. O exposé. Fechamos do Liquidião. Aqui. Então, aqui vocês têm as instruções. Né? Chers élèves, pour l'exposé oral de la discipline, enregistrez une vidéo ou un audio podcast de 4 à 5 minutes exposant le sujet de votre dissertation, la problématique, l'organisation du plan et les résultats principaux de votre analyse. Soyez direct, objectif et cherchez à bien communiquer votre message avec une bonne prononciation. Envoyez-moi jusqu'au 6 novembre un document MP3 ou MP4 par ici. Voici les critères d'évaluation. C'est sur 10 et 4 points pour la prononciation, aisance e fluidité de la comunicação oral. Aisance é essa facilidade, né, em falar. Clarté e organização de l'exposition. Utilisation de ressources didactiques e respect au temps de la apresentação. Então, a maior parte do... Engraçado, ele está abrindo a transcrição, né? Me parece. O Teams tem essa ferramenta, né, que a gente fala e ele transcreve. E estava aparecendo que tem como transcrevendo a fala. Então, pronúncia, a facilidade da comunicação e a fluidez, clareza e organização da exposição. Essa questão da clareza e organização, se vocês seguirem essa ordem, se apresentarem, né, bonjour, je m'appelle, je suis étudiant en lettres, etc. Não precisa entrar em muitas informações pessoais, né? Mas só dizer o nome e tal, e apresentando o sujeito, qual é a problemática, a organização do plano e os resultados principais da análise já dá. Né? Então, não tem muito erro assim, em termos de desorganização. Né? Para ser organizado nessa apresentação não custa muito. E a utilização de recursos didáticos, por exemplo, um PowerPoint, um Prezi, se optar por fazer um podcast, só tenham em mente que o podcast ele precisa... eu sempre dou o exemplo do futebol narrado na televisão e na rádio. Né? O Adnet tinha uns sketches no futebol, na televisão, como a gente está vendo a imagem, o narrador fala menos. Né? Ele fala Romário, Bebeto, Cafu, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Quando é o cara da rádio, ele tem que fazer a gente visualizar aquela cena. Então, se fizerem só um áudio,
tenham esse cuidado de serem bem mais claros do que quando a gente tem um apoio de algum recurso visual. Para aqueles que não querem, aqueles e aquelas que não querem se expor, ou tem problema com câmera, alguma coisa assim, vocês podem, por exemplo, usar o próprio PowerPoint, que tem um recurso para gravação, né? Então aparece só a voz de vocês, mas tem ali o recurso. Acho que não preciso entrar muito nisso, porque já com 2 anos de ensino remoto, eu imagino que vocês já tenham algum domínio sobre essas ferramentas. Se não, tem o Loom também, que faz isso, ou o próprio Teams. Aqui vocês podem criar eu não sei como alunos, mas é possível, por exemplo, entrar numa sala sem ninguém, coloca para gravar e você registra a própria reunião. E aí faz a projeção de tela, né? Então, existe várias possibilidades de vocês fazerem um vídeo com recursos visuais sem necessariamente ter que ter vocês no vídeo, né? Então, não é obrigatório ter câmera para fazer essa atividade. Tinha uma outra coisa que eu ia falar quanto a isso. Para quem tiver, eu não lembro se nessa turma tem alguém com problema de microfone, algo assim. Dá para fazer até gravando um áudio no WhatsApp para alguém, pode ser alguém da família, por exemplo, faz um podcast mais simples, né? Gravando ali o áudio, e depois baixa o arquivo e encaminha o arquivo. Lembrando que esses documentos, eu acho que algum gato bateu na porta. Se vocês estava me esquecendo, tinha me perdido aqui. Esses arquivos não vão ser expostos, tá? Então, vocês vão me encaminhar aqui pela atividade e só. Isso não vai ficar disponível, não vou colocar no YouTube, nem os outros colegas vão ter acesso. Como todas as outras atividades aqui que vocês me entregam, só eu tenho acesso. Então, para quem tiver um pouco de insegurança com o vídeo, alguma coisa assim, não precisa se preocupar, porque só eu vou ter acesso. E aí, vocês vejam aqui que vocês podem, tem aqui esse arquivo Word, né? Pelo seguinte, porque para aqueles que fazem, por exemplo, essa atividade ela acaba dando algum problema com o envio do arquivo. Sempre tem problema, mas eu mantenho assim mesmo, que a gente contorna esses problemas com facilidade. Então, tem gente que só vai conseguir fazer subindo o vídeo para o YouTube e me encaminha aqui nesse arquivo de Word o link. Aí eu vou no YouTube, assisto e posto os comentários. Uma outra possibilidade é como vocês fazem com as outras atividades. Vocês adicionam, fazem o upload do arquivo. Eu não sei exatamente como que aparece para vocês, porque aqui eu estou seria modificar a fichagem do aluno, mas é alguma coisa aqui que vocês fazem o acréscimo do arquivo. Porque aí, se for o link, vocês colhem o link aqui nesse arquivo de Word. Se for para transferir o arquivo de áudio ou vídeo, vocês adicionam, anexam, né, o arquivo aqui. Na pior das hipóteses, se realmente não conseguir, me encaminha pelo chat. Também é possível. E se tiver muita dificuldade, a gente pensa aqui em outra possibilidade. Vocês podem me encaminhar, por exemplo... Aí são a última hipótese mesmo, tá? Não queria que fosse a regra, não, porque senão dificulta muito para eu ir atrás dos arquivos. Mas
Se alguém tiver realmente problema não conseguir transmitir o arquivo de forma alguma, a gente pode recorrer a algum daqueles aquelas plataformas de envio de arquivo grande, né, que pode ser o eSend, por exemplo, o Sendit, alguma coisa assim. São várias, né, que aí você faz o upload e manda para o e-mail. Aí manda para o meu e-mail danieltecosta@mqlb.br. Hanna, você levantou a mão de novo? Tem mais alguma dúvida ou ficou levantado? Não, só para falar mesmo que eu fui enviar acho que foi semana passada, eu fui enviar um vídeo para a professora de PFO4, eu acho que tinha 10 minutos o vídeo, nossa, eu tive um problemão. Primeiro eu tentei enviar aqui pelo Teams mesmo, não consegui. Dava que o arquivo era muito grande. Aí ela pediu para enviar no chat, não consegui. Aí ela pediu para tentar no e-mail, não consegui. Aí então, no final eu peguei e cortei, eu não gostei, né, do que eu fiz, assim, achei que não ficou legal, mas eu cortei o vídeo em 2 e consegui enviar no chat. Pois mas aí se fizer por um WeSend, por exemplo, esse WeSend a gente consegue enviar arquivos bem pesados, né? Então, aqueles PDFs que a gente fazia escaneando, que ficam muito pesados, a gente consegue encaminhar. Uma outra possibilidade pode ser também eu colocar, mas aí tem o... pois é, Cíntia, eu também acho mais fácil subir no YouTube. E aí depende um pouco da familiaridade que vocês têm com o YouTube. Porque vocês, ao subirem o vídeo para o YouTube, tem como colocar, por exemplo, disponível só para quem tiver o link. Né? Então, mesmo que vocês tenham lá o canal de vocês, nem o vídeo não vai estar disponível para alguém que entrar no canal de vocês. É só vocês colocarem como restrito, não sei ao certo. E aí coloca lá como só podendo acessar o vídeo tendo link. Então, vocês mandam um link só para mim, e depois que eu lançar o resultado, vocês podem, inclusive, tirar o vídeo do ar. Não teria problema. É isso. Tá? Mas aí é isso. Eu sei que algumas pessoas têm problemas, outras enviam sem problema algum, e aqueles que tiverem problema entram em contato comigo pelo chat e aí a gente resolve de alguma forma. Existe até a possibilidade, por exemplo, de eu pedir para vocês colocarem numa pasta para mim no Dropbox ou no Drive, né? Só que aí pode ser que fique disponível para, né, não sei como que eu posso fazer isso, marcar a hora, aí quem tiver problema posta, eu baixo, apago, aí outro vai e posta depois. Poder pensar em algo assim também, tá? Mas é isso. E como eu disse, eu não abro mão dessa atividade porque, principalmente no remoto, vocês nas minhas disciplinas têm falado muito pouco, as aulas estão ficando muito centradas em mim, então, né, assim, é uma gota no oceano de pensar num semestre inteiro uma atividade de 5 minutos de produção oral, mas é o que está dando para fazer, e ao mesmo tempo o uso das tecnologias que, né, a pandemia acelerou esse processo e vocês estão tendo que lidar com isso. Inclusive, a gente já está aqui com alunos que estão sendo contratados para darem aula online, que acho que nunca pisaram numa sala de aula assim, como professor, né? E que hoje já são professores no ensino remoto. Então, é um pouco a realidade, né? Na recepção de calores, não sei se foi na recepção de calores desse semestre, eu convidei o Danilo, que foi orientante da Glória, e que tem um canal agora, um perfil no Insta, em que ele divulga dicas de francês e divulga as aulas dele. Ele foi fazer o mestrado internacional na França, ficou por lá, e hoje trabalha de modo remoto. Né? Ele tem os alunos dele,
e está 100% remoto, morando na França. Existe esse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, eu faço aula de inglês desde 2010 pelo Skype. Fiz como professora brasileira até acho que 2015, talvez. De 2016 para cá, eu faço aula de inglês com uma senhora inglesa que mora no Uruguai. Isso antes da pandemia, né? Então, é um nicho de mercado para o ensino de línguas que já era forte antes e que agora é mais incontornável ainda, né? Eu acho que toda escola vai ter, de idioma, vai ter algumas aulas que vão continuar online, né? Mesmo a gente voltando presencial, porque tem aquelas pessoas que não conseguem se deslocar, ou que não querem, né? Então, é um pouco assim mesmo. Então, aí por isso também que acho que está aí, né? Inclusive, uma das disciplinas que devem entrar para essa reforma do PPC prevê justamente isso. Uma disciplina mais específica para tecnologias para o ensino do FLE. Senão, eu ia dizer que ela ia ser dada pela Carmen, mas não, acho que a Carmen seria uma das possíveis professoras, né, não exclusivamente ela. Certo? Mais alguma dúvida ou tudo bem? Podemos começar a aula de hoje? Ok, Cíntia. Então tá, então ficamos combinados assim para entrega da dissertação, versão final. Não tem problema, é o que tem sido para todas essas etapas. Esqueci de falar, a atividade, eu vou postar a atividade hoje do Conto Fantástico, e aí eu vou simplificar, talvez eu nem dê escolha, ou se der, dou escolha de 2 contos, vou tentar escolher 2 aqui que tenham mais ou menos a mesma extensão, e vai ser algo simples, mas aí como eu ainda tenho 30 pontos para distribuir, eu preciso dar essa atividade. E aí como vai ser uma atividade mais simples, era o que eu estava dizendo. Então, domingo, 11h59 é o prazo final para o envio da versão final da dissertação. Segunda, dia 8, né? 11h59 da noite é o prazo final para a entrega do exposé. E aí eu vou colocar para quarta-feira à noite, então vocês teriam terça e quarta para fazerem essa atividade. É uma atividade que vai ser a leitura do conto e um breve comentário direcionado. Não vai ser um comentário tão aberto, não. Provavelmente eu vou dividir a resposta em 2 etapas. Um comentário pessoal que force, de alguma forma, a leitura, e um comentário direcionado por uma pergunta. Tá certo? Mas coisas simples, e aí depois disso vocês estão livres de mim. Aí até o fim da semana eu libero os resultados. Beleza? Alguma dúvida ou tudo bem? Ok. Donc, on commence aujourd'hui. Je vais partager l'écran. Et le but du cours d'aujourd'hui, c'est je vais faire une présentation, une brève présentation du XVIIIe siècle, c'est-à-dire du siècle des Lumières, comme on dit. Si je vous pose cette question, quelle est votre référence, ou quelles sont vos références quand on parle du XVIIIe siècle ou du siècle des Lumières? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle du XVIIIe siècle? Et je sais que vous allez dire Jean-Jacques Rousseau, parce que
un des objectifs du cours d'aujourd'hui, c'est de présenter Jean-Jacques Rousseau aussi. Mais à partir de ce que vous avez étudié à l'école ou même à l'université, à quoi vous pensez quand vous écoutez, vous entendez XVIIIe siècle et Lumière? Rien du tout? D'accord. Il n'y a aucun commentaire. J'espère que vous êtes là quand même. Donc, certains noms importants du XVIIIe siècle, surtout du contexte français, nous avons Diderot, qui est écrivain philosophe. Nous avons aussi Montesquieu. Et c'est un siècle, le XVIIIe siècle, c'est un siècle très important et qui, d'une certaine façon, peut-être nous avons parlé au XIXe siècle et concernant le romantisme, que la littérature du romantisme marque la littérature moderne. Par contre, le XVIIIe siècle, au niveau de la politique, de la philosophie, va marquer la modernité dans le domaine politique et philosophique. Pourquoi je l'ai dit? Je viens de parler de Montesquieu, par exemple. Montesquieu, il a le livre L'Esprit des lois. C'est le livre dans lequel il établit cette organisation de l'État à partir des trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif, n'est-ce pas? Et donc, c'est très important au niveau des institutions politiques de l'État, et c'est aussi les siècles surtout en France, de la chute de l'Ancien Régime, c'est-à-dire la monarchie absolue, et l'instauration de la République en France, de la Révolution française, etc. Donc, les noms les plus importants du XVIIIe siècle en France, nous avons Voltaire, nous avons Montesquieu, Diderot, d'Alembert. Je vais parler de Diderot et d'Alembert et de leur projet de l'encyclopédie. Je vais commenter rapidement aujourd'hui. Mais nous avons aussi Jean-Jacques Rousseau, qui viendra à la fin. Et c'est intéressant, quand on parle de littérature au XVIIIe siècle, parce que, comme je disais, au niveau philosophique et politique, le XVIIIe siècle est assez moderne. Au niveau littéraire, il y a quelque chose peut-être de difficile à dire. Comme je disais, peut-être c'est une littérature pré-moderne, et comme littérature pré-moderne, il y a pas mal de choses qui ne nous touchent plus beaucoup aujourd'hui. Mais quand même, ça va. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de Jean-Jacques Rousseau et de laisser de côté, par exemple, Voltaire. Vous connaissez Voltaire, philosophe. Par contre, Voltaire, il a une œuvre poétique vaste, longue, mais qui n'est pas intéressante pour un lecteur contemporain aujourd'hui. Il a quelques poèmes satiriques qui sont intéressants, drôles, je dirais. Par contre, et les contes philosophiques, comme les contes philosophiques Candide ou l'optimisme. C'est un conte philosophique intéressant, un type d'aventure d'un personnage qui voyage le monde de façon... L'histoire, elle est un peu
exagéré. Moi, je fais une comparaison avec Macunaíma. Il y a une démarche d'aventure qui ressemble à notre Macunaíma, mais Macunaíma, c'est un projet moderniste. Sinon, c'est pas si intéressant. Le théâtre du XVIIIe siècle n'est pas un théâtre qui a influencé la contemporanéité non plus. Par contre, les côtés littéraires de Jean-Jacques Rousseau, comme je vais vous montrer, le projet des confessions et de rêverie du promeneur solitaire va marquer la littérature autobiographique moderne. D'accord? Donc, il y a raison pour laquelle, là, à présent, je préfère travailler sur Jean-Jacques Rousseau que sur Voltaire. Voilà. Par contre, le XVIIIe siècle, ou dans le XVIIIe siècle, il y a ces changements de conception de vie, de conception politique, philosophique. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et comme ça, vous avez ici, en face ou projeté, ici c'est le chapitre du livre École et courant littéraire de Yves Stalloni. Je ne vais pas utiliser ce texte aujourd'hui, mais si vous voulez, c'est un chapitre bien résumé qui vous donne une bonne idée de ce siècle. Donc, ici, courant littéraire ou mouvement philosophique, et c'est parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup plus à dire de ce mouvement philosophique que de ce courant littéraire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, il y a une explication de pourquoi on appelle les Lumières, mais je vais utiliser d'autres textes. Je fais ici juste un survol de ce chapitre ici. Les contextes historiques et culturels. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un chapitre assez résumé qui vous donne une idée de ce siècle. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Il est disponible dans les documents, dans le fichier. Par contre, je vais commencer par Todorov. Non, je change d'avis ici. Je vais commencer par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est l'année de la Révolution française. Et en fait, je fais la mise à jour des documents dans les fichiers de la discipline parce qu'il manquait quelques documents. Donc, si vous allez sur les fichiers ou dans les fichiers, pardon, concernant le XVIIIe siècle, maintenant, 2 secondes, et je reviendrai au partage d'écran. Je vais juste vous montrer ici les fichiers. Donc, vous allez matériel de aula. Il y a ici le XVIIIe siècle. Et il y a ici déjà ce livre de Sophie Marchand, l'histoire littéraire du XVIIIe siècle. C'est un livre d'histoire seulement sur ce siècle-là. Il y a le chapitre d'Yves Stalloni, dont que je viens de vous montrer. Et donc, il y a un fichier sur Jean-Jacques Rousseau, dans lequel vous retrouvez les discours sur les origines, sur l'origine de l'homme, discours sur l'origine, les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est un texte plutôt philosophique, je ne vais pas travailler avec aujourd'hui. Et il y a les confessions et les rêveries. Il y a un autre fichier ici sur les Lumières et l'encyclopédie. Donc, il y a ici la Déclaration des droits de l'homme. Il y a
quelques entrées ici de Diderot sur l'encyclopédie. Et il y a un texte de Kant, le philosophe, qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières, que je vais utiliser aujourd'hui. Et il y a ce fichier lecture complémentaire avec plusieurs autres textes concernant le XVIIIe siècle, que je vais utiliser ici aujourd'hui. Donc, tout ça est déjà disponible. Et j'affiche encore une fois les PDF. Voilà. Donc, vous allez retrouver dans les fichiers deux documents sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celui-là que vous avez en face, ici, c'est plutôt un dépliant, un petit carnet qui montre ou qui explique les contextes de l'écriture de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça explique un peu comment ça s'est fait, comment le roi a été obligé de réunir les gens dans une assemblée nationale et écrire ce texte, l'approuver, et l'approbation de ce texte a mis fin à l'Ancien Régime et a établi la République en France. Et comme vous savez, ici à côté, nous avons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1799. 89, pardon. Et comme vous savez, la Révolution, ça fait partie du contexte de la Révolution française. Nous avons, on dit, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi on utilise cette métaphore des Lumières. Et assez souvent, on fait référence aussi au XVIIIe siècle comme le siècle de la raison, n'est-ce pas? Au niveau philosophique, on va s'utiliser de la raison comme une critique à la religion. On va essayer de faire un monde ou de créer ou d'instaurer un monde moins mystique, moins religieux, moins enchanté en quelque mesure. D'accord? Et pour ce faire, on va s'utiliser de la raison et la raison va être considérée presque une catégorie métaphysique. C'est quelque chose qui deviendra un peu abstrait, qui va dépasser un peu l'idée de raison comme capacité d'être raisonnable, a razão comme capacité de ser racional. Et c'est intéressant parce que on va proposer l'utilisation de la raison comme critère de compréhension du monde et de l'expérience de l'homme sur la Terre, sur la planète. Par contre, il y a une critique assez intéressante et correcte, à mon avis, qu'à ces moments-là, à partir de l'utilisation de la raison, et nous, les êtres humains, en tant que détenteurs, je vais dire un peu comme ça, ceux qui détiennent la raison ou la capacité de penser rationnellement, on va se détacher un peu de la nature, on va se considérer comme différent des autres animaux, comme étant éloigné de la nature. Et c'est ça la critique qu'on fait, que je trouve assez intéressante, parce que c'est le siècle qui a marqué la séparation de l'homme et de la nature, de l'homme et du monde animal, en quelque mesure. Et ça marque d'une certaine façon, de façon ou de manière négative, la destruction du monde ou l'exploitation du monde de manière rationnelle
comme si on ne participait pas au monde, comme si on ne faisait pas partie de ce monde, comme si on pouvait s'utiliser du monde comme on veut, de façon, comme on dit, instrumentale, c'est-à-dire utiliser le monde à notre faveur, mais sans avoir la conscience de la destruction du monde, qui en fait, ce projet rationnel, il mène à la destruction du monde. D'accord? Ça, c'est une critique qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas une critique qu'on faisait en même temps, à cette époque-là. Et donc, je ne vais pas lire la déclaration avec vous. C'est intéressant, je vous encourage, je vous invite à lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'il y a plusieurs éléments assez intéressants et qu'on reconnaît encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ici, comme je viens de dire pour vous mettre en contexte, cette déclaration, comme je disais tout à l'heure, elle marque la fin de l'ancien régime en France. Quand on parle d'ancien régime, c'est l'ancien régime monarchique. Donc, c'est la chute du roi et l'établissement de la République. Et la République, au contraire de, de l'ancien régime, il n'y a pas cette différence entre les classes ou entre les couches sociales, as camadas, couche ici comme camada. J'écris ici dans le chat, parce que couche, c'est quelque chose qui a plusieurs sens. Je ne sais pas si c'était avec vous dans les cours de critique que j'avais commenté un peu plus à propos de plusieurs sens de ces mots-là. Parce qu'on peut traduire couche comme camada, fraude, também entra nisso e tem outros significados. Je vais vous demander juste une minute parce que je vais vérifier si Anna et Caïta se sont réveillés parce qu'ils ont un compromis, un rendez-vous à 10 heures. Donc là, je vois qu'il est 9h07 et donc donnez-moi une minute, je reviens et on continue.
Je suis de retour avec... Est-ce que vous voyez là qui est avec moi ici? Il vient de se réveiller. Et c'est qu'il va à la natation à 10 heures. Donc, j'ai dû le réveiller maintenant. C'est peut-être de quelqu'un qui vient de se réveiller. Donc, je vais le donner à sa maman et on continue le cours ici. Au revoir. Bon, on continue. En fait, j'ai voulu vous les présenter parce que je l'ai fait dans les cours des critiques parce que on m'avait demandé de les voir. Donc, j'ai profité aujourd'hui qu'il était éveillé pour vous les montrer. Donc, il est là. C'est la raison de mes retards, de mes nuits blanches et d'une fatigue additionnelle à la fin de ce semestre. Mais en même temps, comme je disais, je l'ai dit à Julian, on a échangé des messages. C'est fatigant, mais ça vaut la peine. Voilà. Et je suis désolé parce qu'en fait, comme je partageais l'écran ici du texte, vous l'avez vu, tout petit, mais bon, c'est déjà fait. On revient donc à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je disais que c'était la fin de l'Ancien Régime, et c'est-à-dire la fin de ce régime monarchique dans lequel on avait l'idée de la monarchie absolue, du roi comme les représentants de l'État, n'est-ce pas? Et en plus, avec les rois, on avait d'autres, comme je disais tout à l'heure, d'autres couches sociales, certaines démunies et d'autres qui avaient tous les pouvoirs. Donc, il y avait le clergé, l'Église, la noblesse, les gens qui exploitaient en quelque mesure les impôts payés par les peuples. Et on arrive à cette révolte, à cette révolution à la fin du XVIIIe siècle, qui met fin à l'Ancien Régime. Comme vous savez, je viens de voir vos messages ici. Oui. Et donc la fin de l'Ancien Régime. Et la fin de toute cette structure. Et juste un commentaire, peut-être vous souvenez, je ne sais pas, je pense que c'était l'année dernière, il y a eu un commentaire de Bolsonaro dans son cercadinho, dans lequel il a dit, ele estava sendo acusado, né, com propósito de ser inconstitucional, e aí ele disse que ele era a Constituição. Não sei se vocês lembram disso. Mais c'est intéressant parce que ça fait penser au roi Louis XIV qui a dit l'État c'est moi, né? O Estado sou eu. Et dans ces régimes de monarchie absolue, oui, l'État, d'une certaine façon, est représenté par il est plus que représenté, parce que la reine de l'Angleterre aujourd'hui, elle représente l'Angleterre. Mais ils ont quand même les lois, ils ont un parlement, etc. N'est-ce pas? Mais à cette époque, quand il disait l'État, c'est moi, c'est-à-dire que la loi était le roi aussi. Il décidait tout parce qu'il était cet envoyé par Dieu. Ce qui justifie cette idée de la monarchie absolue. Et
c'est-à-dire qu'avec la Révolution française, la chute de l'Ancien Régime et la déclaration des droits de l'homme du citoyen, ça va changer complètement l'organisation de la société française. Et comme je vous ai dit, je mettais en contexte cette déclaration, mais c'est intéressant parce que elle va parler ici, par exemple, de droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Et dans le document suivant, celui-ci, j'avais commenté qu'il a un contexte, il explique pourquoi on utilise c'est-à-dire si ces moments-là, on laisse de côté la religion, il y a même une critique assez sévère contre la religion. On utilise sacré ici, mais le sens de sacré est un sens autre, n'est pas un sens religieux de sacré. Il y a une explication de pourquoi certains droits sont inaliénables et d'autres sont sacrés. D'accord? C'est parce qu'ils ne peuvent pas être changés, par exemple. Ils sont plutôt liés à cette idée des droits naturels. Voyons ici ce que mérite d'être considéré. Voilà, article 2 ici. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression de l'État, du roi, etc. Et c'est intéressant parce que cette déclaration est une déclaration, moi je dirais, en quelque mesure libérale et capitaliste, n'est-ce pas? On ne parle pas encore du socialisme, du communisme au XVIIIe siècle. Et comme vous voyez ici, il y a dans la déclaration une défense de la propriété privée, n'est-ce pas? La nation, donc, deviendra le principe de la souveraineté viendra de la nation et non plus du roi. Quoi d'autre? Il y a ici quelque chose du droit moderne aussi, qui est très intéressant à remarquer, qui est cette idée-là de tout ce qui n'est pas défendu par la loi est défendu ici, c'est interdit. D'accord? C'est ces gens, parce que nous avons un sens par défendre, qu'on peut traduire comme défendre, mais défendre aussi, ça peut être impedir, un synonyme d'interdire. Par exemple, on peut voir un panneau écrit défense de fumée. Ou défense de fumée não é defesa de fumar, né? Ou defesa para fumar. É interdição ou proibição de fumar. Alors, nous avons ici tout ce qui n'est pas défendu, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas interdit par la loi, ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Ça, c'est un principe assez moderne du droit qui est tout ce qui n'est pas interdit, c'est permis par conséquent. N'est-ce pas? Et normalement, pour que ce soit interdit, ça doit être explicite dans la loi. Et sinon, voyons s'il y a encore ah oui, cette idée de la raison et de la liberté, nous avons par exemple l'article 10, nul ne doit être inquiété, nul ici, personne, ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. J'aime bien cet article 10, surtout pour le dire
à présent, aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans un moment où on parle beaucoup de liberté et on confond liberté, où on pense que notre liberté individuelle dépasse les conséquences qu'on peut projeter ou jeter sur l'autre, n'est-ce pas? Et on voit ici dans la déclaration de droits de l'homme et du citoyen que cette liberté, elle n'est pas absolue. D'accord? Et c'est intéressant ici, en plus, on défend dans la déclaration même les opinions religieuses, sachant que cette période de lumière, on fait une critique sévère, comme je disais tout à l'heure, à la religion. Mais on n'interdit pas les manifestations religieuses. C'est juste une critique et on essaye de mettre en avant ou mettre en évidence la raison comme plus importante que la religion. OK? Donc, c'est ça. Je vous laisse la déclaration et je vous invite à la lire après. Donc, c'était juste pour vous donner un contexte de ces moments-là. Et puis, je voudrais entrer ici dans les textes de Kant. Les Français disent Emmanuel Kant, mais en allemand, c'est avec un I, en portugais aussi, Immanuel Kant. Et il a ce petit texte, c'est un texte court, qui s'appelle Réponse à la question qu'est-ce que les Lumières? Et vous voyez, c'est un texte de la fin du siècle, ici, de 1784. Et c'est un texte, à mon avis, très intéressant. Voyons ici. Je vérifie l'heure, 9h20. OK. Donc, réponse à la question qu'est-ce que les Lumières? Et nous avons ici les Lumières, je vais lire ce paragraphe. Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise des Lumières. Et donc, Lumière est un mouvement transnational, on pourrait dire. Parce que, comme vous voyez, nous avons les philosophes de Lumière en France, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, ces écrivains-là dont je vous ai parlé ou commenté tout à l'heure. Et Kant, en Allemagne, qui est un représentant de ce mouvement aussi. Et donc, j'explique un peu plus le paragraphe. Il va dire ici, les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Donc, un état de tutelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable de nous. Et les Lumières, c'est donc la sortie de l'homme de cet état dont une autre personne est responsable de nous. C'est-à-dire qu'on doit assumer notre propre responsabilité sur nous et sur la société, la vie, les expériences, etc. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Donc, la tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement. Entendement ici, c'est une catégorie ou un concept de Kant. On traduit comme, peut-être en français, ça nous fait penser à entendre, que a gente traduz mais como
entender, né, no sentido auditivo, né, je t'entends pas, né, eu não estou te ouvindo, mas aqui seria a gente traduz na filosofia do Kant como entendimento, que já é um tipo de compreensão mais racional, né? Não é intuitivo completamente. Donc, entendement sans être dirigé par un autre. Donc, ce qu'il demande ici, c'est qu'on sort de cet état de tutelle dans lequel on est dirigé par un autre. Le roi, la noblesse, l'Église, et il nous invite à devenir responsables de notre propre vie et de nos propres opinions, etc. Donc, elle est due, cette incapacité de se servir de son entendement, à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour se servir sans être dirigé par un autre. Donc, il attire notre attention par ces manques de résolution et de courage d'être responsable de ses propres actes, de ses propres opinions. Et donc, il nous invite ici à avoir le courage de nous servir ou de se servir de son propre entendement. Et l'entendement ici de façon plus rationnelle, n'est-ce pas? Et puis, j'ai mis ici j'ai surligné le mot mineur parce qu'il va utiliser cette idée de la minorité qui est quelque chose, aujourd'hui on parle de le mineur de 18 ans, par exemple, mais il va nous attirer l'attention pour, c'est-à-dire de quitter la minorité de conscience, la minorité de responsabilité, et devenir adulte responsable de nos propres actes, pensées, opinions, etc. Okay? Et raison pour laquelle il va parler de cette minorité et de... comment on appelle ça? C'est la... il y a un nom pour... un verbe pour cela, c'est le... comment ça s'appelle? C'est le... Quand on franchit cette étape de la vie, on devient majeur. Émancipation. Voilà. Il nous invite à s'émanciper ou à nous émanciper et devenir majeur. Et puis, voyons... voilà, je commence à lire à partir d'ici. Car il y aura toujours, même parmi les tuteurs attirés de la masse, quelques hommes qui pensent par eux-mêmes et qui, après s'être personnellement débarrassés du joug de la minorité, répandront ou diffuseront autour d'eux un état d'esprit où la valeur de chaque homme et sa vocation à penser par soi-même seront estimées raisonnablement. Et en fait, je vous demande je vais résumer un peu l'idée de ce petit texte de Kant. L'idée, c'est de devenir majeur et chercher cette vocation à penser par soi-même. Et la critique à la religion, ce n'est pas une critique à la religiosité ou à la liberté d'avoir une religion. C'est une critique à l'Église qui essaye de déterminer ce qu'on peut penser. D'accord? Et donc, ce qu'il nous invite ici est à la liberté de penser, à la liberté de réfléchir et d'avoir nos propres convictions. OK? Et donc, voyons, je vais juste voir s'il y a encore quelque chose
à remarquer ici. Et les lumières, en fait, c'est une métaphore, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, pour cette époque éclairée, esclarecida, comme on dit. 2 secondes. Non. Ok, ça va. On a demandé ici 2 secondes d'attention. C'est ça, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'avais dit à Juliana dans un message et a d'autres élèves. O pai está on o tempo inteiro e o professor tem que estar off. Je suis désolé. Et donc, voilà, c'est ça, je pense, pour ce texte, ou le message de ce texte de Kant. Et l'idée, c'est et c'est intéressant de voir ce vocabulaire utilisé ici. Donc, les lumières comme une métaphore de la raison, c'est-à-dire de jeter de la lumière ou du jour à une question, c'est-à-dire aborder la question de façon rationnelle. Et on va utiliser aussi l'idée de, c'était la page suivante, ici, comme vous voyez, je vais me servir ici de mon... je voudrais changer le... J'essaye de changer ici, mais il y a une barre qui m'empêche d'accéder à... Ah non, ça va. Ici, j'arrive à changer la couleur de l'outil. Par contre, voilà. Je voudrais mettre en rouge ici. Vous voyez, je vous ai parlé de l'utilisation des technologies dans l'activité de l'exposé. C'est exactement pour être agile et arriver à bien maîtriser ce genre d'outils. Donc, si on demande maintenant, vivons-nous actuellement dans une époque éclairée? On doit répondre non, mais nous vivons dans une époque de propagation des lumières. Et donc, lumière comme une métaphore de cette tentative d'éclairer l'opinion, les explications du monde, etc. Et l'idée d'éclairer, c'est cette idée de de esclarecer, mas às vezes isso se confunde com uma ideia como se fosse racista, mas a ideia é de esclarecimento, né, de tornar as ideias mais claras, menos confusas, menos difusas, ok? Et donc, je ne voudrais pas polémiser là-dessus à partir du vocabulaire de l'époque, d'accord? Et j'avance ici juste pour voir s'il y a encore oui, j'ai traité, ici c'est Kant toujours, l'aspect essentiel de lumière, à savoir la sortie de l'homme de l'état de tutelle où il se maintient par sa propre folie, en tenant principalement aux questions religieuses parce que, en ce qui concerne les arts et les sciences, nos souverains n'ont aucun intérêt à tenir le rôle de tuteur pour leur sujet. Donc, il y a ici, comme je disais tout à l'heure, peut-être la cible plus claire de cette période ou de cette critique de lumière, c'est contre la religion et surtout la religion catholique. Par contre, Kant laisse clair ici que les souverains n'ont pas d'intérêt contre
les arts et les sciences. C'est-à-dire que dans les domaines des arts et des sciences, il y avait à cette époque, au XVIIIe siècle, un peu plus de liberté. Un peu plus. Je ne vais pas dire que c'est tout à fait c'était tout à fait libre parce que c'est pas vrai. Si vous voulez, si vous avez l'intérêt d'approfondir dans cette question de, de, de la censure au XVIIIe siècle, dans les documents, dans les fichiers, vous retrouvez ce livre de Georges Minois, Censure et culture sous l'Ancien Régime. Et donc, je vais commenter ou mentionner, en fait, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et l'encyclopédie, c'était un projet d'édition qui a été victime des censures. Donc, juste pour vous donner un exemple de censure au XVIIIe siècle. Un autre, pour vous donner encore un autre exemple. Montesquieu a un livre, un roman qui s'appelle Lettres persanes. C'est un roman épistolaire, un roman écrit en lettres. Et Montesquieu dit que ce livre, en fait, il a retrouvé ces lettres dans une boîte et son travail était tout simplement de les traduire. Et en fait, c'est un persan qui quitte son château, je sais pas, sa ville natale, et ses femmes, parce qu'il était polygame, et il va voyager, il part en France, il arrive à Paris, et donc, comme un étranger, surtout quelqu'un issu d'une société totalement différente, lui permettait de faire des critiques à la France. Et vous voyez que c'était une façon de faire une critique au régime, parce que les lettres persanes ont été publiées, si je ne me trompe pas, en 1721. Donc, c'est un roman du début ou de la première moitié du XVIIIe siècle. Ce n'était pas proche de la chute de l'Ancien Régime. Et donc, pour critiquer le régime, il fallait trouver ce genre de solutions artistiques, c'est-à-dire de faire semblant d'avoir trouvé des lettres écrites par un étranger d'une autre culture qui faisait ses critiques à la société française et à l'Ancien Régime, au roi, etc. Donc, c'est plus ou moins le même cas et c'est du même siècle que Cartas Chilenas. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Si je ne me trompe pas, il a été publié de façon anonyme et en fait, il avait été écrit, si je ne me trompe pas, par Tomás Antônio Gonzaga. Donc, et comme vous savez, la même année de la publication de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Tiradentes a été pendu dans le Minas. Et donc, vous voyez que cette période de censure est une période dans laquelle on cherchait une certaine liberté de pensée, de manifestation, d'expression, etc. C'était une période dangereuse aussi, n'est-ce pas? Qu'il fallait, ceux qui cherchaient à se manifester librement pouvaient être victimes de censure ou même d'assassinat par l'État, n'est-ce pas? Il faut considérer ça. C'était l'État qui a tué ces gens-là. Donc, ça, c'est un livre, si vous voulez, ça vous intéresse, le sujet de la censure au XVIIIe siècle, il y a ce livre-là, il est disponible dans les documents. Et ici, donc, c'est la dernière page de Kant. Le texte de Kant est aussi disponible dans les fichiers. Et je voudrais entrer ici
Dans ce texte, ce livre de Todorov, L'Esprit des Lumières, qui est assez intéressant à mon avis, aussi, voyons ce que parce qu'en fait, ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'il parle du projet des Lumières. Et donc, je vais profiter mes boîtes de commentaires ici et les utiliser pour faire quelques commentaires ici avec vous. J'avais déjà parlé de la critique de la religion. Les trois idées à la base du projet de Lumière, c'est l'autonomie du sujet. Cette autonomie, c'est l'idée qui vient d'émancipation de Kant, d'être autonome pour penser, pour s'exprimer, pour avoir ses propres opinions. La finalité humaine de nos actes et l'universalité. La finalité humaine de nos actes, ça vient de la Déclaration des droits de l'homme, par exemple. N'est-ce pas? Les droits naturels, nous sommes tous égaux face à la loi, nous avons les mêmes devoirs et les mêmes droits, etc. Et l'universalité, c'est cette égalité entre les hommes. Et l'idée d'universalité, c'est une idée qui mérite une critique aussi, parce que au nom de la raison, la philosophie, la pensée de cette époque va essayer de forger des concepts qu'on appelle les universaux, c'est-à-dire des mots qui sont mais qui en fait on m'appelle ici, mais je ne peux pas répondre. Je répète parce que parfois, quand on nous appelle la parole. Donc, je disais que l'idée d'universalité, c'est ces notions universalistes comme nous sommes tous égaux face à la loi. Et on sait très bien qu'au XVIIIe siècle, c'était la période de la colonisation en Amérique. Il y avait de l'esclavage, la traite des esclaves pour l'entreprise de la colonisation. Et en fait, il y avait la discussion de Bartholomé de Las Casas. Je ne sais pas si c'était au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, mais c'était un homme d'église et un autre un penseur qui discutaient si les indigènes et les noirs ont une âme ou pas. Donc, vous voyez que dire que les Africains noirs peuvent être esclaves parce qu'ils n'ont pas d'âme, parce qu'ils ne possèdent pas de l'âme, nous montre déjà comment cette idée d'universel ou d'universalité ou des concepts universels, n'est pas valable à tout le monde. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qu'ils disent qui est universel, c'est en fait quelque chose qui répond à eux, Européens, Français, d'une certaine classe sociale. Ce n'est pas valable à tout le monde. Okay? Et même, vous voyez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle ne considère pas de façon spécifique les femmes, par exemple. L'entrée de la femme dans l'espace public va se faire plus proprement à partir du XIXe siècle. Donc, cette idée d'universalité ou d'universalisme est assez restreinte encore au XVIIIe siècle. Mais c'est déjà quelque chose parce que peut-être c'est le point de départ, mais ce n'est pas le point d'arrivée.
Voilà. L'idée de désenchantement, c'est la critique à la religion, c'est de voir le monde de façon désenchantée, c'est-à-dire de façon rationnelle. Cette différence entre autorité du passé et projet d'avenir, il y a un changement ici de conception, c'est-à-dire on laisse de côté un peu la tradition du passé et on commence à envisager une idée de progression du temps. Okay? Ici, c'est important. La religion sort de l'État sans quitter l'individu. Ça, c'est important parce qu'il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, une critique à la religion, mais on considère encore la religion comme faisant partie de l'individu. C'est-à-dire que la religion peut occuper une place dans la vie individuelle et pas dans la vie de l'État. Donc, ça ouvre l'espace pour la séparation entre l'Église et l'État. Ça ouvre la porte parce que la séparation complète de l'État et de l'Église en France, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui se passe au début du XXe siècle. D'accord? Cette période scientifique, l'expérience, voilà. L'école, la presse, les débats publics. Non, ça va. Oui, c'est bon. Mais si vous voulez, je vous invite aussi à lire ce chapitre, ce premier chapitre de Todorov. Il explique assez clairement, de façon simple, facile à comprendre, le projet des Lumières. Et sinon, voyons encore ici. Oui, je voudrais donc, parce que là, ce que j'ai voulu, c'était de vous parler de façon, de vous donner un contexte, faire une mise en contexte du XVIIIe siècle, de parler de cette période de lumière, de l'émancipation ici de la pensée, n'est-ce pas? De l'émancipation rationnelle du joug de l'Église, n'est-ce pas? De séparer l'État et la religion, l'État comme cet espace public de manifestation, de débat public, et la religion comme devenant ou entrant dans l'espace intime et privé, n'est-ce pas? Et par contre, je voudrais parler rapidement, dans ces temps que nous avons encore, de Jean-Jacques Rousseau, et surtout de les confessions et les rêveries du promeneur solitaire. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez retenu l'information quand nous avons parlé du romantisme. J'avais dit qu'on allait voir Rousseau non comme un philosophe ou comme un écrivain des Lumières, mais plutôt comme un pré-romantique. Et c'est intéressant parce qu'on associe évidemment Rousseau au XVIIIe siècle et à ses penseurs des Lumières, etc. Et si je vous demande à quoi vous pensez quand on parle de Jean-Jacques Rousseau, assez souvent on va dire les contrats sociaux, n'est-ce pas? Il y a le mythe du bon sauvage, etc. Et donc, il y a cette conception de Rousseau de l'État. Ça, c'est une partie de son œuvre. Et je vous ai dit un autre jour aussi que Jean-Jacques Rousseau est connu comme... il n'est pas connu, mais il était musicien aussi. Et donc, c'était un multi-intellectuel, n'est-ce pas? Philosophe, politique, de philosophie politique, mais aussi écrivain, etc. Et donc, pourquoi
Rousseau peut être considéré un pré-romantique. Peut-être deux facteurs essentiels. Tout d'abord, c'est qu'il va forger ou créer ou développer l'idée de la sentimentalité. Et c'est intéressant parce que Rousseau, il viendra, ou comme vous voyez, les confessions sont datées de 1782 et les rêveries du promeneur solitaire, elles sont publiées en 1817, c'est-à-dire après sa mort. Mais si je ne me trompe pas, les rêveries ont été écrites, si je ne me trompe pas, à la fin ou dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire après les confessions. Et dans les confessions, ce sont les deux facteurs qui nous permettent de dire que Rousseau était un pré-romantique. Comme venant à la fin du XVIIIe siècle, il fera aussi une critique à cette idée de la raison, de lumière, de l'émancipation. C'est-à-dire que je veux dire, son élogie au sentiment va ouvrir les portes pour cette littérature confessionnelle ou, comme je vous ai dit, quand nous avons discuté le romantisme, je vous ai apporté l'expression littérature facile, qui était une critique qu'on fait à la poésie romantique. Pourquoi littérature facile? Parce que c'était l'expression de ses sentiments, je dirais presque sans filtre, n'est-ce pas, pas de façon automatique, parce que l'automatisme viendra au XXe siècle avec le surréalisme, mais une certaine liberté de l'expression des sentiments. Et donc, Rousseau va nous apporter cette idée selon laquelle les sentiments, comme il est transmis, il est exprimé de façon plus libre ou moins élaborée, il est plus vrai que la raison. Vous voyez, c'est presque un discours psychanalytique avant la lettre. Parce que, comme vous savez, la psychanalyse va travailler cette idée de l'élaboration du discours et aussi de rationalisation du discours. Et quand on fait cette rationalisation, on cache, n'est-ce pas? On masque la vérité. Et en fait, avec cette expression des sentiments de Rousseau, nous avons une critique à la croyance absolue dans la raison. C'est ça. En fait, il va mettre au point. La raison n'est pas tout. N'est-ce pas? Comme je vous ai dit au début de la discussion aujourd'hui, la raison, dans cette période de lumière, elle devient presque une catégorie métaphysique. Elle dépasse, elle dépasse les limites humaines, je dirais. Et en fait, il va reculer, Rousseau va reculer, il va nous dire non, il faut aussi faire attention aux sentiments, parce qu'ils disent une vérité de l'homme, n'est-ce pas? Et l'autre, le deuxième aspect de Rousseau, qui nous intéresse dans le domaine littéraire, c'est le domaine de l'autobiographie. Parce qu'en faisant ces confessions, il va parler de soi-même, c'est-à-dire lui-même est le sujet
ce texte, il va parler de soi-même, de ses expériences, de ses pensées, de ses confessions, et il va instaurer cette écriture autobiographique qu'on aura dans la suite, n'est-ce pas? Au XIXe siècle, cette littérature confessionnelle autobiographique, elle sera présente surtout dans la poésie, surtout la poésie romantique, et ça va prendre force au XXe siècle avec les autobiographies. Okay? Et pour terminer avec un exemple, je voudrais vous montrer un extrait des confessions. Je zoome ici pour vous faire voir un peu mieux. Et voilà, il commence les confessions de cette façon. Voici le seul portrait d'homme, peint exactement d'après nature et dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais. Donc, vous voyez qu'il va faire, ça c'est presque une préface. Il explique son projet de confession. Et donc, le seul portrait d'homme, d'après nature et dans toute sa vérité. Il va se dénuer dans son texte. C'est deux snodards. Qui que vous soyez, que ma destinée ou ma confiance ont fait l'arbitre du sort de ces cahiers, je vous conjure par mes malheurs, par vos entrailles et au nom de toute espèce humaine, de ne pas anéantir un ouvrage unique et utile, lequel peut servir de première pièce de comparaison pour l'étude des hommes, qui, certainement, est encore à commencer, et de ne pas ôter à l'honneur de ma mémoire le seul monument sûr de mon caractère qui n'ait pas été défiguré par les ennemis. Ici, il parle des ennemis parce qu'il a été victime, je dirais, peut-être à Rousseau, la première victime de comment on dit ça aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Quando tem lixamento hoje, como que a gente fala isso? Me fugiu a palavra aqui. Cancelamento, professor. Cancelamento. Voilà, merci. Peut-être il a été la première victime moderne des cancelaments. Et donc, il a dû quitter, si je ne me trompe pas, c'était Paris. Et donc, c'est compliqué. Il écrit ses confessions pour parler, pour donner sa version de tout ce qui s'est passé. Et je passe à la page suivante pour vous montrer ici comment il se met dans son texte. Et pour vous montrer comment le texte est autobiographique. Donc, il dit ici, je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les discours autobiographiques, parce que c'est une façon de dire que ma vie est exemplaire, donc ma vie est digne d'être racontée et ça va servir aux autres comme exemple, comme modèle. Mais en fait, ce qu'il dit ici, qu'il n'y a jamais d'exemple et n'aura point d'imitateur, c'est faux. Et c'est dommage parce qu'on n'aura pas le temps de voir Montaigne, mais Montaigne a fait un projet pareil, pas exactement le même, mais qui ressemble et qui est une source d'inspiration de Rousseau. Montaigne a écrit à la fin du XVIe siècle, 1580, entre 1580 et 1590, ses essais. Et ici, nous avons Rousseau qui écrit ses confessions. Il dira, je veux montrer à mes semblables, aos meus semelhantes, un homme dans toute sa vérité, dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes.
Et vous voyez comment ici l'expérience individuelle peut être universalisée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, s'il parle d'un seul homme, il parle de tous les hommes. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser les moules dans lesquels elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après moi, on ne peut juger qu'après m'avoir lu. C'est intéressant ici parce que ok Anna Carolina, au revoir, et je vais terminer ici. Mais c'est intéressant parce que d'un côté, il veut placer son expérience personnelle, individuelle, comme modèle, comme exemplaire, mais d'un autre côté, c'est assez prétentieux. Et vous voyez que si la nature a bien ou mal fait de briser les moules dans lesquels elle m'a jeté, mas se a natureza fez bem ou mal de quebrar a forma na qual ela me colocou, né, me jogou, c'est dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. C'est à nous de dire si son moule, le moule dans lequel il a été fait, il a été forgé, c'est bien ou mal, n'est-ce pas? Et puis, je vais lire juste ici, tout en bas. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Et donc ici, c'est une affirmation dans laquelle, et ça c'est aussi intéressant, c'est que ce qu'il suppose vrai, donc il est conscient de la limitation de sa compréhension. Donc, j'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, né? O que ele sabia que poderia ser verdadeiro. Então, ele supunha ser verdadeiro. Jamais ce que je savais être faux, n'est-ce pas? Donc, et ici, tout en bas, j'avais surligné le mot sincérité. C'est d'une certaine façon ce que Philippe le Jeune va déterminer au XXe siècle comme le pacte autobiographique. C'est pas l'idée si c'est vrai ou faux ce que l'écrivain dit, mais c'est la sincérité dans laquelle ou avec laquelle il écrit son texte. Donc, le plus important ici, c'est pas si ce qu'il dit est vrai ou faux, mais s'il est sincère dans ce qu'il dit. Ok? Et raison pour laquelle, et vous voyez, le texte s'appelle confession, c'est un mot qui vient c'est un vocabulaire religieux, en quelque mesure, mais qui présuppose cette sincérité, n'est-ce pas? On ne va pas se confesser à l'Église pour ne pas être sincère. On présuppose la sincérité pour être pour voir nos péchés résolus, je dirais un peu comme ça. Ok? Et donc, c'est ça, c'était juste un cours pour vous donner une idée. Je ne peux pas faire plus, mais quand même, si vous voulez, ces textes-là sont tous disponibles dans les fichiers. Et je vous invite à jeter un coup d'œil parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Est-ce que vous, avant de terminer, est-ce que vous avez des questions par rapport aux Lumières, à Jean-Jacques Rousseau? C'était juste... Et en plus, comme je vous ai dit, je vais partager des cours vidéo ou des vidéos conférences, etc., sur réalisme, naturalisme,
comme nous n'avons pas eu de cours sur réalisme, naturalisme, et je vais faire pareil avec, je vais vous donner des vidéos complémentaires à ces cours, si vous voulez vous approfondir un peu dans cette thématique. Sinon, avant de terminer, dimanche, domingo, 23h59, o prazo final para entrega da versão final da dissertação. Segunda-feira, 11h59 da noite, o prazo final para postar um vídeo ou áudio do exposé. E aí eu vou postar hoje a atividade sobre o conto fantástico, que vai ficar para ser entregue até quarta-feira. Então, vocês podem fazer de terça para quarta, que vai ser uma atividade simples e para a gente completar os 100 pontos distribuídos na disciplina. E no fim de semana, esqueci de falar isso antes, nesse fim de semana eu envio para vocês a correção do l'étranger, que aí eu já adianto essa parte da correção. As outras etapas da dissertação já estão corrigidas, vocês já receberam os comentários, e aí fica faltando a dissertação, e aí, né, enquanto vocês me entregam a dissertação domingo à noite, segunda e terça eu corrijo a dissertação, adianto a correção do exposé, e depois fica faltando só a correção da atividade sobre o conto fantástico. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Então é isso. O Caetano não disse nada, mas tenho certeza de que ele ficou feliz de ver a foto de vocês. Como disse a Hannah aqui, ele até deu uma risadinha. Podia até fazer uma banda para o Caetano, que seria os Barões da Risadinha, porque ele é muito risonho, né? Os Barões da Risadinha. Então tá certo. Eu vou terminando aqui, porque eu tenho aula de crítica ainda hoje, porque terça foi feriado. Ok? Voilà. Au revoir. Então é isso. Qualquer coisa, vocês me escrevem, qualquer dúvida, entrem em contato comigo, qualquer dificuldade em postar o vídeo ou o áudio, entrem em contato comigo que a gente encontra uma solução. E é isso. E para quem, mais uma vez, para quem tiver interesse e não tiver feito a disciplina de romance, semestre que vem eu ofereço terças e quintas, se não me engano, eu não lembro agora se é primeiro ou segundo horário da manhã, e aí eu vou trabalhar, como eu disse, basicamente 2 romances lidando com a temática da teoria feminista e 2 romances lidando com a temática da pós-memória, que tem a ver com a Shoah, o Holocausto. Ok? Mas são romances todos eles contemporâneos, que lidam com a temática do passado. Então é isso, fica aquele abraço e qualquer coisa a gente se fala por mensagem. Au revoir. Au revoir, professeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Raphaël.